Mais c'est mon papier pour la CAF, pour ma demande de prime d'activité. Ils ont refusé. Le vent se lève. Il faut tenter de vivre. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Nickel. Salut YouTube, j'espère que ça va. Moi, ça va extrêmement bien. Aujourd'hui, on va attaquer le deuxième épisode du cinéma de la vraie gauche. On va commencer tout de suite avec un film d'animation que beaucoup d'entre vous connaissent, parce que dedans, il y a des robots hyper mignons, dont le personnage principal, Wall-E. Wall-E, c'est un film du studio Walt Disney Pixar, qui a été produit après le rachat de Pixar par Walt Disney. Le studio Pixar, vous le connaissez très bien pour Toy Story, et le studio Walt Disney est très connu également pour son appropriation de toutes les créations de ses employés, au second degré bien sûr, et pour sa collaboration avec le régime nazi au premier degré, ça par contre. Mais rappelez-vous que c'est une autre époque, voilà, il ne faut pas non plus juger le passé avec les connaissances du présent. Nous, maintenant, on sait que les nazis étaient les méchants parce que les historiens ont fait tout le boulot. Mais à l'époque, Walt Disney, lui, n'avait pas toutes ces informations. Donc voilà, attention avec le cancel à ce niveau-là. Il était dans l'instant présent, hein. Les historiens n'avaient, comme je le dis, pas encore fait ce travail. Exactement d'ailleurs comme avec les Tutsis ou avec les Arméniens, ou même aujourd'hui avec ce qui se passe en Palestine notamment. C'est seulement dans quelques dizaines d'années qu'on pourra parler de génocide. En attendant, il faut plutôt parler d'autres choses. Voilà. Le film, il a été réalisé par Andrew Stanton, qui n'est pas du tout un des méchants frères dans Lucky Luke. Le scénario a été écrit par lui-même, ainsi que par Jim Reardon, qui a également réalisé des épisodes pour les Simpsons. C'est une série américaine qui est devenue assez connue depuis qu'il y a eu une imitation incroyable d'Homer Simpson de la part de Rebeu des Terres. Au scénario du film Wall-E, il y a également Pete Docter qui a comme petite anecdote à son sujet, c'est que si on prononce son prénom à la française, ça fait Pet Docter. Et cette incitation à la flatulence auprès des blouses blanches nous rappelle à quel point elles sont sous-payées dans notre pays et à quel point ça les fait bien chier. Grosse pensée aux médecins généralistes notamment, pour qui c'est très dur en ce moment. Cette œuvre, elle se déroule en deux parties. Il y a une première partie qu'on va considérer comme contemplative un petit peu. Pour faire simple, c'est comme si vous regardiez quelqu'un jouer à Animal Crossing, sauf que l'Animal Crossing en question, c'est un robot qui récupère tout et n'importe quoi comme déchet et qui le transforme en cube. C'est un peu répétitif, mais ce qui est touchant avec ce petit robot, c'est qu'il a développé une conscience propre et des désirs au fil du temps. Il nourrit et protège un cafard nommé Hal, exactement comme Loïs d'ailleurs. Un jour, il va même trouver une plante verte. Il va réussir à la conserver en vie en utilisant une technique qui est très peu connue des personnes qui achètent des plantes. Il va, tenez-vous bien, l'arroser. Ouais, il va faire ça régulièrement. Et je sais, ça paraît assez étonnant, mais c'est ça qui va maintenir la plante en vie. Voilà, donc essayez chez vous. Dans ce film, il y a un robot garçon et un robot fille. Voilà, c'est important, sinon on va avoir du mal un petit peu à se repérer. Déjà que c'est des robots, si en plus on commence à ajouter des choses un petit peu différentes, ça risque d'être bizarre, personne ne va rien comprendre. Et puis c'est un film pour les enfants. Voilà. Je n'en dirai pas plus. Les woke me surveillent. Oui, 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 j'ai vu les dislikes sous mes vidéos. Ne faites pas semblant. Des dislikes, quoi. En Big 2023. Lorsqu'arrive le second robot, Eve, envoyé par les humains afin de découvrir si la planète est de nouveau habitable, eh bien, c'est la plante offerte par Wall-E qui va la plonger dans un état de stase, et ce qui va amener un petit peu la love story vers un climax à la Roméo et Juliette. Robot et Juliette. Robot et Juliève. Ah. Bref, il y a un gros vaisseau qui vient chercher Eve. Wall-E ne veut pas se séparer de Eve et donc il s'accroche au gros vaisseau. Le vaisseau, hop, il retourne vers chez les humains et c'est là qu'on accède à la seconde partie du film, celle avec les humains.
Et là, on va découvrir des humains qui sont vachement dépendants aux machines, qui sont assis sur des, fauteuils volants et qui passent la plupart de leur temps devant la télé. De plus, cette oisiveté comblée à une absence totale de sport, ainsi qu'avec une nourriture basée sur des cupcakes, et ben, ça les a rendus gros. Et vu qu'on sait de sources sûres scientifiques que, les gens qui sont gros le sont à cause, du manque de sport et d'une mauvaise alimentation, et ben, c'est quand même vachement pertinent. C'est là d'ailleurs qu'on voit toute la stratégie du film. On comprend toute la stratégie du film, qui nous a montré en premier lieu une Terre déchirée par la main des humains et ensuite, il nous montre ces mêmes humains devenus, gros et feignants et bêtes. Alors on pourrait très vite faire un raccourci, qui moi me semble assez simpliste, qui serait de dire, qu'en gros, le film nous dirait en quelque sorte que le monde va s'effondrer, à cause des personnes grosses qui sont aussi feignantes et bêtes. Que, le film associe malnutrition, manque de sport et obésité, parlant presque ainsi du coût de l'obésité, qui est un terme qui a été inventé pour stigmatiser les personnes grosses. Heu, mais moi je vous arrête tout de suite. C'est vraiment pas, du tout ça. Je vais vous dire, la réalité de ce que ce film veut dire en réalité. En plus, moi je dis film, mais en vrai c'est un dessin animé et un dessin animé ça peut pas propager des mauvais messages comme ça. Donc tenez-vous bien, pour mon explication sur, ce que nous dit ce film, et bien du coup alors bon, heu, s il y a voilà, je pense que c'est à peu près clair pour tout le monde. N'hésitez pas si c'était pas clair à le dire. Pour conclure, moi, je vais vous dire qu'en fait ce film fait partie de la vraie gauche. Pourquoi? Parce qu'il nous montre que grâce au sport et à une bonne alimentation, on peut régler tous les problèmes. Tous les problèmes du monde. Ça marche aussi avec la dépression. Par exemple, moi j'ai même un ORL, heu, que je suis allé voir à cause de mes acouphènes. Il m'a dit: «On peut rien faire. Si vraiment ça vous gêne trop, vous allez courir. Ah ça vous aidera, ça vous fera oublier vos problèmes», et en fait, il avait complètement raison, ça marche super bien. Maintenant, c'est plus du tout à cause de mes acouphènes que, j'arrive pas à m'endormir et que je fais des insomnies, c'est à cause des courbatures. Donc, je le remercie, la méthode est super. Voilà, j'en ai fini avec Wall-E. Je vous spoile pas la fin parce que je vais pas spoiler tous les films non plus, hein. Et à un moment donné, il faut aussi que vous alliez les voir. Je vois pas pourquoi il y aurait que moi qui devrais, regarder ces trucs-là. Afin de continuer sur le sujet du futur et des problématiques terribles qui nous attendent si on fait pas attention en devenant, bête et en mangeant mal, on va parler d'Idiocratie. Idiocratie, c'est un film américain qui est sorti en 2006 et en France, d'une autre manière, il s'intitule Planète stupide. Idiot stupide, planète, cratie, en gréco-latin, je crois, un truc comme ça. Le film, il a été réalisé par Mike Judge, qui est le créateur de la série Beavis and Butthead, qui est une série qui narre l'histoire d'un duo de deux jeunes garçons complètement stupides. Le ressort comique de la série, c'est qu'ils font que des trucs stupides parce qu'ils sont stupides et du coup, on rigole. Voilà. Ça, c'est un bon indice d'ailleurs sur ce que va être le film Idiocratie, mais je ne vous en dis pas plus. Je vous en dis pas plus pour l'instant. Petite anecdote sur cette série de Beavis and Butthead, la voix québécoise d'un des deux personnages est jouée par Maxime Desjardins, qui est l'évolution de Jean Dujardin. Le film, il est sorti en 2006 et je pense que cette année, voilà, vous la connaissez, c'est une année incroyable qui a vu une cage thoracique italienne se faire largement exploser par un front franco-algérien, apprenant au premier la dure réalité de l'attraction gravitationnelle et apprenant au second la dure réalité du seum. Ouais. À la base, le film, il devait pas sortir en 2006, il devait sortir en 2005, mais il a été reporté, il est sorti que dans 30 salles de ciné aux États-Unis, donc il a fait un bide total. Mais c'était sans compter sur sa sortie en DVD en France, ainsi que probablement sur la fanbase de Camelot, qu'il est devenu un film culte qui est connu pour dénoncer la dégénérescence de la démocratie américaine, la pollution, encore la consommation de masse. Et surtout aussi qu'il y a des gens qui sont trop bêtes dedans. Voilà. L'idée de base d'Idiocratie qui est extrêmement, intelligente, c'est que les gens qui sont stupides ont beaucoup d'enfants et les gens qui sont intelligents ont très peu d'enfants. Et donc forcément, au fil du temps, la population va devenir de plus en plus bête. Moi, ce que j'ai fait, comme vous savez que je suis quelqu'un de très intelligent et j'ai envie de le rester, c'est pour ça que je lis beaucoup de livres,
et bien, j'ai décidé, de ne pas avoir d'enfant et donc de ne pas devenir bête en faisant, j'ai fait une vasectomie. Contrairement à Raphaël, Enthoven, qui n'a toujours pas fait la sienne. Nous avons dans ce film 2 personnages qui vont être cryogénisés pendant une période d'1 an, sauf que malencontreusement, la période d'1 an va se transformer en une période de 500 ans et c'est durant ces périodes où les 2 personnages sont cryogénisés que le QI moyen de la population va baisser. Alors le QI, c'est le quotient intellectuel. Pour vous résumer très rapidement, c'est un petit peu comme pour le test de sentiention des êtres vivants, sauf que là, c'est pour les êtres humains. Enfin, c'est test de sentiention pour les animaux, là, c'est pour les êtres humains. Le quotient intellectuel, il existe en fait une géographie du quotient intellectuel. Vous prenez une carte et plus votre pays est éloigné des pays qui ont créé les tests de QI, plus votre QI, le QI moyen de votre pays va être très bas. C'est corrélé avec l'histoire des QI, donc c'est comme au collège, l'histoire-géographie, où en fait, plus votre pays s'est fait défoncer la gueule historiquement par les pays qui ont créé les tests de QI, plus la note de votre pays et la note moyenne du QI de votre pays va être basse. Et ensuite, vous fusionnez ces deux informations pour obtenir un classement très détaillé et très validé scientifiquement avec des données et des études aussi, je crois carrément. Donc c'est assez quand même, c'est assez sérieux. Par contre, le classement n'est pas figé. Bien évidemment, ça peut évoluer. Les pays en développement peuvent décider de vendre des points de QI à d'autres pays afin d'investir cet argent dans d'autres choses. Il me semble qu'il faut s'adresser à l'ONU, je crois, pour ça. L'ONU qui d'ailleurs, je vous préviens, mais va bientôt changer de nom. Il va s'appeler France Travail. France Travail. Je vais vous parler un petit peu maintenant de l'essentiel de ce film, parce que là, vous êtes en train de vous dire, mais pourquoi c'est un film de la vraie gauche? Qu'est-ce qui prouve que c'est ça? Bien, la raison, c'est très simple, et c'est pas du tout lié au fait que le personnage principal ressemble étrangement à François Ruffin, mais c'est plutôt lié au fait que ça dénonce subtilement la bêtise humaine qui nous conduit tout droit vers l'anéantissement de la vie sur Terre. Comme vous le savez, les gens sont quand même plutôt bêtes en général, pas très malins. C'est lié à leur manque de lecture, c'est lié au fait que Cathédrale osseuse n'a pas encore pu surligner tous les textes du monde. Les gens ne vont pas assez au musée, les gens n'ont pas assez accès aux petites pastilles de Paduring. Les gens ne vont pas assez au musée, les gens n'écoutent pas assez les avis différents des autres, les gens n'écoutent pas assez les albums de Renan Luce. Et en fait, tout ça ensemble, ça va nous amener vers la fin du monde. Et sauf quand même qu'il y a un avantage à ce que les gens soient bêtes et qu'ils font des trucs idiots, c'est qu'on peut largement se moquer d'eux, au second degré, bien sûr. C'est un peu, voilà, tout l'esprit malin et retorse de cette œuvre de qualité. Maintenant, on va parler des petits moments du film qui relèvent du génie. Je vais pas tous vous les dévoiler parce que ça prendrait beaucoup de temps, mais on va commencer avec un moment incroyablement épique et drôle. Le personnage principal, Josh, arrive dans l'hôpital du futur, on va dire. Il rentre dans la machine à diagnostic du futur, on va dire. Il doit alors mettre une sorte de thermomètre du futur, on va dire. Il doit en mettre un dans sa bouche, un dans son oreille et un dans son cul. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que ça ne marche pas. Et là, il y a le médecin du futur, on va dire, qui reprend les thermomètres du futur, on va dire, et qui dit ah non, en fait, c'est lui dans la bouche. Ah non, en fait, c'est lui. Et en fait, ça se trouve, bah, il a mis potentiellement un dans sa bouche qui avait été avant dans son cul. Voilà, donc ça c'est assez épique. Alors j'ai pas précisé, mais la scène dont je viens de vous parler, elle se passe dans le futur. Dans une autre scène, on va voir quelque chose qui va être présent tout le long du film. C'est que Josh, comme il parle comme en 2006, alors que les gens sont en 2050, mais ils ont l'impression que Josh il parle un peu de manière efféminée. Et il se fait très souvent traiter de tapette. Et ça nous dit beaucoup de la réalité de notre monde aujourd'hui, c'est qu'en fait les gens qui sont homophobes ce sont les gens qui sont les plus bêtes, contrairement aux gens intelligents qui sont, euh, qui sont homophobes aussi, mais pas de la même manière. C'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Plus tard, dans le film, il va se faire juger au tribunal, et là, il y a la voix off qui est tout bonnement géniale, qui a rien à envier à l'épisode 3 de la saison 2 de Secret Story, quand la voix est dit. Je vais essayer de vous le faire. Je vous fais un peu l'imitation parce que j'aime bien la faire et j'ai beaucoup de retours positifs quand je la fais. Alors, ça que euh, bonjour, c'est la voix Alice. Tu dois manger un cheveu
de Cyril. Euh, c'est tout pour l'instant. Voilà, donc c'était mon petit moment un petit peu artistique. Et dans le film, la voix off, elle nous dit ouais, la justice est extrêmement devenue extrêmement aveugle et extrêmement bête. Et c'est grave drôle en fait à voir la différence entre la justice de 2500 et la justice de 2006, qui elle n'était pas du tout bête et vraiment pas du tout extrêmement aveugle. Ça c'est vraiment très très mal. Dans la ville du futur, il y a plein de caméras et de scanners pour scanner les codes barres des gens, et ça fait vraiment penser à Lyon. Ouais. Et d'ailleurs, ils auraient pu, je pense, cryogéniser Gérard Collomb pour devenir le maire de la ville du futur, on va dire. Mais là, ils peuvent plus. Ils peuvent plus, malheureusement. On lui souhaite à, à Gérard Collomb un prompt rétablissement et quelque part une forme de sagesse. Plus tard, notre personnage continue de naviguer dans un de ces fameux quartiers de reconquête républicaine créés par Gérard, et il va se faire de nouveau attraper par la police. Il est emmené à la Maison Blanche parce qu'en fait, il a réussi, il a fait un test de QI en prison, il a obtenu la meilleure note du monde, et donc le président veut faire de lui son premier ministre. C'est exactement ce qui est arrivé à Gérald Darmanin, sauf que lui il n'est pas passé par la case prison, et le test de QI qu'il a fait, c'était pour tester son quotient islamophobe. Voilà, j'en ai déjà trop dit. Pour conclure, c'est un film enfin, ce film, ce qu'il nous dit, c'est qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, si tout va bien, c'est parce qu'on est gouverné par des gens très intelligents, et que si on était gouverné par des gens stupides, eh bien, ce serait quand même vachement la catastrophe. Et aussi que les gens, quand même, qui sont bêtes, sont quand même assez drôles. Voilà. C'est fini pour ce deuxième épisode du Cinéma de la vraie gauche. Je vous remercie d'avoir été jusqu'au bout, parce que c'était vraiment beaucoup trop long. Je vous dis à la prochaine. Ciao YouTube. Bye bye.